Bonjour, on est le 13 juillet 2019. Voilà, la météo elle n'est pas très bonne. En fait, il commence à avoir des nuages et il semble avoir un peu de pluie, mais la température est bonne. Bon, ici je vais faire une vidéo concernant la pression atmosphérique. Alors, pour ça je vais faire un retour dans l'histoire. Voilà, je vais faire un retour dans l'histoire et voir qui a découvert en premier cette fameuse pression atmosphérique et qui, je dirais plutôt, parce que beaucoup de gens savaient qu'elle existait, mais c'est surtout qui a inventé un appareil de mesure pour pouvoir en voir ses effets. Voilà. Et donc, je dirais que c'est monsieur Evangelista Torricelli qui a inventé ce fameux appareil pour mesurer la pression atmosphérique qu'on appelle le baromètre. Et comme il utilisait, je veux dire, une certaine substance qui était du mercure, eh bien, ce sera ce qu'on appelle le baromètre à mercure. Alors, je rappelle ici Isaac Newton, les dates, parce que c'est fort important ce que je vais expliquer ici. Tout d'abord, le baromètre de Evangelista Torricelli a été trouvé à la date de naissance de Isaac Newton. Ce qu'on peut dire, c'est que Evangelista Torricelli ne connaissait pas les lois de Newton parce que Newton est né, si vous voulez, il est né en 1643. C'est-à-dire quand il a découvert, quand Torricelli a découvert le baromètre à mercure. Mais que 4 ans après, Torricelli décède. Donc, Evangelista Torricelli ne connaissait pas Isaac Newton. Donc il ne connaissait pas les lois de Newton, parce que bon, il avait 4 ans quand Isaac Newton avait 4 ans quand Torricelli est mort. Donc il y a un fait certain, c'est que Evangelista Torricelli ne connaissait pas les lois de la gravitation universelle. Par contre, il avait une idée de la gravitation universelle. Il avait une idée. Et je peux vous le prouver ici, je vais le prouver au fur et à mesure. Pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo. Déjà, il le sentait. Il sentait que s'il a voulu mesurer la pression atmosphérique, c'est qu'il s'est dit que bon, l'être humain ne vivait pas dans un monde où il y avait le vide. Voilà. Donc, ce qui veut dire que s'il y avait un gaz, ce gaz-là était pesant. Ce gaz, c'était l'air. Bon, il savait bien que il y avait une couche de gaz dans l'atmosphère, sur Terre, une couche de gaz sur Terre qui permettait, je veux dire, aux êtres vivants de respirer, déjà aux êtres humains de respirer. Alors, je rappelle que l'air sec au voisinage du sol, c'est un mélange gazeux, on va dire, de plusieurs gaz. Hein. C'est un mélange de plusieurs gaz, mais il est à l'état gazeux. Donc, quand on dit qu'il est à l'état gazeux, un gaz, on ne sait pas le sentir avec son nez. Enfin, il y a des gaz qui se sentent, hein, mais l'air ne se sent pas, on ne sait pas sentir. Bon, il y a certains gaz, on peut les sentir avec l'odorat, donc avoir une certaine perception du gaz parce qu'il sent. Mais il y a des gaz qui ne sentent pas. Par exemple, l'air, on ne sent rien avec l'air. Hein, au niveau de l'odorat, on ne sent rien. On ne sait pas le goûter. Donc, voilà deux sens déjà qui ne permettent pas de voir l'existence de l'air. Par contre, on sait respirer l'air parce que bon, on a des poumons pour ça, et les poumons, je veux dire, prennent, l'air extérieur dans les poumons. Donc, on a des organes liés, si vous voulez, à la respiration, parce que l'air contient de l'oxygène et que l'oxygène, l'être humain a besoin d'oxygène pour ses cellules. Voilà, pour la respiration de ses cellules, de chacune de ses cellules. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
Donc l'air, on ne sait pas le sentir, hein, au niveau du goût, de l'odorat, on ne sait pas le voir parce qu'il est invisible, il est incolore. Donc voilà, l'air, ça pose un problème pour en faire des mesures. Bon, voilà, donc il est inodore et incolore. Autant dire que il est impalpable. Bon, c'est comme un fantôme. On ne sait pas, bon, les fantômes, ça n'existe pas, bien sûr, ce sont des histoires. Mais je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose d'impalpable. On ne sait pas toucher, on ne sait pas le voir. Et donc, pour en faire une manipulation avec quelque chose qu'on ne sait pas voir, c'est délicat. Ça a toujours été de tout temps la problématique de ce qu'on ne voyait pas. Par exemple, les électrons, on ne voit pas, mais il fallu découvrir les électrons par je veux dire, des appareillages, notamment par des lampes. Voilà. Voilà, par des lampes électriques avec une anode et une cathode, hein, et on permet de voir via une lumière qui est visible à l'œil, donc perceptible par un de nos sens. Donc une fois qu'on c'est perceptible, on a découvert un appareil qui permet de prédire l'existence, enfin de dire l'existence voilà, de quelque chose qui est recherché et qui n'était pas perceptible, mais grâce à des appareils qu'il le devient. Ici c'est pareil, donc Evangelista Torricelli, rien n'était perceptible parce que l'air était incolore et inodore, mais il a inventé le baromètre pour pouvoir justement montrer l'existence de la pression atmosphérique et d'évaluer sa valeur. Alors, je vous rappelle que le globe terrestre est enveloppé, si vous voulez, d'une couche d'air. Bon, maintenant, dont l'épaisseur moyenne, je ne vais pas entrer dans les détails parce que l'atmosphère est divisée. Hein, est divisée. Je ferai une vidéo sur l'atmosphère. Et je vais aller plus en détail à ce moment-là quand je parlerai de l'atmosphère. Parce que les couches sont floues. C'est des couches floues. Et voilà, je ne peux pas en parler parce que sachez que l'atmosphère est constituée d'air. Voilà, en gros. Sur un nombre de kilomètres, on a en volume 99% sur un nombre de kilomètres d'air. Et puis au-delà de ce nombre de kilomètres, ben, on a moins de volume d'air. Voilà. Alors, l'air, il est composé d'environ 80%, on va dire 78 à 80% de diazote. Diazote, c'est les chimistes qui appellent ça comme ça. Le diazote qui est le N2, diazote, mais on peut dire azote, hein, c'est pas un problème. Bon, il est composé d'une vingtaine de pourcents, 20, 21, certains disent jusqu'à 23%, comme les chimistes l'appellent, dioxygène, hein, et pour le commun des mortels, c'est l'oxygène. Alors, il y a moins d'1% d'autres gaz. On retrouve les gaz rares, hein, par exemple l'argon, le néon, voilà, qui s'expriment en parties par million. Voilà. On retrouve du krypton, du xénon, voilà. Et au-delà de ça, bien, vous comprendrez qu'on retrouve du CO2. Hein. Voilà, on retrouve du CO2 et du méthane, à moins d'1%, bien sûr, hein, du méthane CH4 à moins d'1%. Donc autant dire que c'est la plus grosse proportion est d'environ, ici je ferai une approximation, je veux dire, comment on appelle ça, une approximation, je veux dire, non pas précise, mais voilà, de 80% d'azote et de 20% d'oxygène, enfin, on va dire 79%, 79% et 20%, 89%, et 1% c'est le restant. Donc c'est pour vous dire que, en gros, c'est une approximation grossière. C'est une approximation grossière parce que je vous ai dit ici, c'est 78% de diazote et 20 à 21% de dioxygène. Voilà. Et 1%, c'est les gaz rares, et le CO2 et la CH4, le méthane. Bon, on retrouve aussi des traces d'hydrogène, d'H2, du radon, etc. etc. Bon, on peut retrouver des traces de multitudes, notamment de pollution. Hein. De pollution. Alors, l'azote, lui, bien sûr, il va servir au cycle de l'azote. Et que l'oxygène, il faut savoir que l'oxygène est le troisième élément le plus abondant dans l'univers après l'hydrogène et l'hélium.
après l'hydrogène et l'hélium, c'est l'oxygène. Mais sur Terre, l'oxygène provient de, comment on appelle ça, de la photosynthèse, voilà, de la photosynthèse des plantes vertes. Hein, donc, et c'est comme ça qu'on a de l'oxygène qui apparaît sur Terre. Bon, il faut savoir que la masse des océans contiennent 80%, environ 80%, 86% de la masse, enfin 86% de la masse des océans, on retrouve de l'oxygène là-dedans, dans la masse des océans, à 86% en masse, si vous voulez. Voilà. Enfin, et 46% de la masse sur Terre, bien sûr, je parle sur Terre, 46% de la masse de l'écorce terrestre, en particulier, se forme d'oxyde et de silicate. Hein. Donc on trouve l'oxygène, je veux dire, à 46% en masse dans l'écorce terrestre, 23% de la masse de l'air, voilà, 23%, il y en a qui disent 20-23%. Enfin, c'est pour vous dire que la répartition, je veux dire, de l'oxygène au niveau de la Terre, aussi bien des mers que de l'écorce terrestre, que de l'air. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que l'air, l'oxygène, il se retrouve un peu dans différents endroits sur Terre, mais qu'on a une couche d'air qu'on appelle, comment on appelle ça, l'atmosphère. Bon, le but d'Evangelista Torricelli, c'est justement de mettre à profit, non pas l'oxygène, mais l'air, cette couche gazeuse d'air, et de mesurer sa pression. Donc, quelque part, derrière son idée de mesure de ce gaz, du gaz qui est en couche et qui constitue l'atmosphère, mais il veut mesurer, si vous voulez, une forme de gravitation. Il y a une loi de gravitation cachée derrière. Parce que c'est le poids d'air. Voilà, c'est le poids d'air. S'il mesure quelque chose, la pression, s'il veut mesurer une pression, c'est mesurer un poids d'air. Donc, mais le problème, c'est que la loi de gravitation universelle d'Isaac Newton n'existait pas à cette époque-là. Donc, on ne peut pas parler, si vous voulez, de force de gravitation et encore moins de constante de la pesanteur, hein, qui vaut 9,81 mètres par seconde carré, et il dépend de l'altitude et de la latitude. L'altitude et la latitude. Donc parfois il y a des endroits c'est 9,80 et d'autres endroits 9,81 mètres par seconde carré. Eh bien ceci n'était pas connu lors de la trouvaille de Evangelista Torricelli. Donc il faudra faire en sorte qu'ici je vais faire une vidéo avec une loi avec le baromètre de Torricelli qui ne prend pas en compte ce fameux G. Et puis le recalcul sera fait quand il y aura la loi de gravitation qui sera trouvée. À ce moment-là, je mettrai avec une autre unité et qui va faire intervenir la constante d'accélération de la pesanteur, qui vaut 9,80 mètres par seconde carré et qui dépend de l'altitude et de la latitude. Il peut varier sensiblement à certains endroits. Bon, ici, on va voir comment à pratiquer, je veux dire, Evangelista Torricelli. Donc, il sait bien que sur Terre, ça c'est la Terre, qu'il y a un poids de gaz invisible, incolore et inodore, qui est en couche. Bon, maintenant, la couche moyenne, je ne vais pas la donner parce que je vais en parler un peu plus dans une vidéo séparée concernant les subdivisions de couches de l'atmosphère. Mais celles-ci, je veux dire, elles sont en tranches. Elles sont en tranches et que elles sont dues au mouvement des molécules. Et chaque tranche de la couche exerce sur sa voisine. Et en fin de compte, hein, si elles le font sur leur voisine, elles le feront sur le sol, une pression qu'on appelle
une pression atmosphérique qui sera, je veux dire, mesurable au sol. Et ça, c'est grâce aux forces de gravitation. Donc, d'où que Evangelista Torricelli ne connaissait pas, mais qui, en fait, il avait inculqué dans, je veux dire, indirectement, il a inculqué dans ça, parce que s'il y a un poids de gaz, s'il y a quelque chose de pesant, c'est qu'il y a un poids de gaz. S'il y a un poids de gaz, c'est qu'il y a, je veux dire, une attraction, une force de gravitation, une attraction universelle. Donc, lui, il ne savait pas que ça existait, cette force de gravitation universelle, puisque Isaac Newton est venu par après. Mais, indirectement, il le sentait. Il sentait que, je veux dire, il y avait un poids de gaz pesant au sol et qui était constitué en couches. Et cette couche-là était une couche de gaz qui était, si vous voulez, l'atmosphère. Et qu'elle elle avait une certaine force pesante, ou plutôt une pression, ou plutôt la valeur d'une pression qu'on appelle la pression atmosphérique qu'il a voulu mesurer. Bon. Alors maintenant, le génie de Torricelli, il est où? Où est le génie de Torricelli dans son expérience? Le génie de Torricelli, il provient du fait que il s'est dit comment mesurer quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Et en plus de ça, la couche de l'atmosphère, elle est un peu sur tout le pourtour de la Terre. Bon, son idée était de se dire il fallait isoler le problème. Bon, il a la couche d'atmosphère qui est invisible, mais il va isoler. Il va isoler et comment va-t-il faire? Ben, à son laboratoire où il va prendre un tube. Voilà. En prenant un tube, il va isoler le problème. Bon, c'est un tube, il va prendre un tube d'environ 1 mètre. Bon, je rappelle que les lois de l'hydrostatique étaient connues à ce moment-là. Les équilibres étaient connus depuis Archimède. Hein. D'ailleurs, si on se rappelle le baroscope, on sait bien que les équilibres étaient connus et les lois de l'hydrostatique étaient connues. Donc, ce qui veut dire que la pression sur une même horizontale, elle est la même. La pression en P1 vaut la pression en P2. Bon, sur une même horizontale, ce qui n'est pas le cas sur une verticale. Hein. La pression sur une verticale n'est pas la même. Voilà. Elle dépend de la hauteur. Et bien sûr, du liquide, enfin, du type de liquide qu'on a à faire. Mais sur une horizontale, on sait bien que les lois de l'hydrostatique, la pression est la même. Bon, ça, Torricelli le savait. Hein. Donc, il a isolé le problème en prenant un tube d'environ 1 mètre. Et qu'est-ce qu'il a fait? 1 mètre, c'est bien parce qu'il a déjà vu clair. Hein. Parce que s'il va mesurer une certaine hauteur, mais il a déjà un tube plus grand que la hauteur qu'il va mesurer. C'est déjà bien. Donc, et je vais vous dire combien il va mesurer. Donc, en fait, pour voir la chose, qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir rendre visible, ben, il va prendre son tube d'1 mètre. Voilà. Ça, c'est le tube d'1 mètre de longueur environ. Et il va le remplir de mercure. Je rappelle, le mercure, c'est voilà, c'est quelque chose de noté. C'est une substance nocive. Hein. Voilà. Donc c'est du Hg. Et il va remplir un bac de mercure. Voilà. Alors ici, il va obturer, il va remplir de mercure et il va obturer. Pourquoi va-t-il obturer? Pour éviter de faire entrer de l'oxygène. Pour éviter de faire entrer de l'oxygène, il obture. Et en obturant, parce que s'il met de l'oxygène, il va avoir en plus une pression d'oxygène. Hein. Je vous ai fait une vidéo concernant un retournement comment on appelle ça, de tube comme ceci. Allez voir la vidéo.
et il y avait de l'oxygène, et quand voilà, il y a la pression d'oxygène qui va agir. Donc, pour éviter d'avoir une pression d'oxygène, même, qu'est-ce qu'on fait? On l'obture d'un côté, et on retourne le tube, et on le rentre directement. Une fois qu'on est dedans, ben, on le désobture. On l'ouvre avec son doigt, on l'ouvre. Donc, ce qui veut dire que, on va voir ceci. Et qu'est-ce qu'on va constater? C'est que, ici, on a une zone vide. Enfin, ce qui paraît une zone vide, mais qui n'est pas forcément vide. Cette zone vide, c'est ce qu'on appelle la chambre barométrique. C'est la chambre barométrique. Et dans cette chambre barométrique, qu'est-ce qu'elle contient? Ben, elle ne contient pas de l'oxygène, hein, fatalement, parce que l'oxygène, on l'a obturé. Quand on l'a rempli, on l'a obturé pour ne pas faire rentrer de l'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Ben, elle contient du gaz, elle contient de la vapeur saturante de mercure. Vapeur saturante de mercure. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une pression de vapeur saturante. Mais on va la négliger fatalement parce qu'elle est tellement petite. Et de ce fait-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'on aura une diminution. Une diminution ici, ça va diminuer à l'équilibre. Il faut bien sûr maintenir le tout à l'équilibre. À l'équilibre, lui, il va descendre. Et puis, quand on est à l'équilibre, là, on a une certaine hauteur qu'on aura. Pour du mercure, si on met du mercure, on aura 76 cm. Et on aura toujours 76 cm. Voilà, donc ça c'est une pression de vapeur saturante qui dépend bien sûr de la température. Voilà. Alors, bon, je dirais que son baromètre, donc ici il y a une pression, hein, une pression P1. Là, on a la pression P2, due à la hauteur de 76 cm, P2. Voilà, et là, on a la pression atmosphérique. Donc, si je prends ce point-là, et ce point, un point quelconque, voilà, au niveau, comment est-ce qu'on appelle ça, du niveau haut, le niveau haut du mercure, je prends un point sur une même horizontale, un à l'intérieur du tube, et là, à l'extérieur du tube, mais on voit que la pression P2, P3, je dirais pression P3, celle-ci je vais l'appeler P1, c'est pression de vapeur saturante. P2, c'est pression de hauteur de mercure, due à la hauteur de mercure, et P3 qui est la pression atmosphérique. Voilà. Donc il y a bien un équilibre, puisque la pression atmosphérique vaudra P1 plus P2. C'est-à-dire qu'elle vaut la pression de vapeur saturante, qui est négligeable, elle est proche de 0, plus la pression P2, et cette pression P2 vaut 76 cm d'Ag. Bon, certains parlent en millimètres, on aura 760 mm de mercure. Voilà, bon, je ne parle pas de gravitation parce que je vous rappelle encore une fois, je ne veux pas parler de ρGH, puisque en fait, ρGH proviendrait de F égale ma. F égale ma, et donc loi de Newton, Isaac Newton. Et en fait, il y a G, la constante d'accélération de la pesanteur, qui vaut 9,81. Donc, mais Evangelista Torricelli, lui, il ne connaissait pas ça, puisque il a fait son comment on appelle ça, son laboratoire quand Isaac est né. Enfin, il a trouvé le baromètre à mercure quand Isaac Newton est né. Donc il ne pouvait pas connaître ce fameux G. Et G, je vais vous montrer comment on calcule. Dans une vidéo, je ferai un calcul de G. Je vais vous montrer comment on calcule. Maintenant, on va aller plus loin. Donc, il a 76 cm. Ça veut dire que, bon, s'il néglige la pression de vapeur saturante qui dépend de la température, bien sûr, il y a tous des effets de tension superficielle qui vont intervenir là-dedans. Hein. Bon, surtout sur les tubes, plus le tube est petit. Voilà, et en plus, en fonction du liquide qu'on utilise, ici il a utilisé du mercure, on a des tensions superficielles données, et donc, bon, ça viendra un petit peu, on va dire, ça va être des grandeurs d'influence, des grandeurs qui vont influencer les mesures. Bon. Mais ça, c'est pas un problème, parce que elles sont négligeables.
Voilà, donc quand quelqu'un fait un laboratoire comme ça, bien sûr, quand il doit laisser, on va dire, le mercure descendre et s'arrêter, hein. Ça veut dire qu'il faut atteindre un équilibre. Et l'équilibre va être atteint pour 760 mm ou 76 cm environ. Voilà, et ça, la pression atmosphérique est égale à P1 plus P2, ben c'est le principe de l'hydrostatique, hein. Sur une même horizontale, les pressions sont identiques, donc P1 plus P2 est égal à la pression atmosphérique. Et ça, bon, la loi de l'hydrostatique, elle était connue à ce moment-là. Bon, ça ne date pas de cette époque-là, ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voir si c'est vrai tout ça. Il va recommencer son laboratoire. Je ne sais pas où il a fait son laboratoire, peut-être au niveau de la mer, je n'en sais pas plus. Voilà. Donc il va recommencer plusieurs fois son laboratoire, toujours en obturant le tube, en le retournant, et puis en l'ouvrant quand il est retourné, et puis en laissant l'équilibre agir pour avoir la bonne hauteur. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il utilise toujours du mercure, hein. Eh bien, il va utiliser un tube, mais cette fois-ci incliné. Et qu'est-ce qu'il constate? S'il incline son tube, mais que la hauteur de référence est toujours de 760 mm de mercure ou 76 cm de mercure. Bon, il peut faire une autre, il aurait pu faire un autre laboratoire en utilisant un verre en double biais, comme ceci et comme ceci. Qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, il a toujours le mercure qui va venir à 76 cm. Donc, quelle que soit l'inclinaison ou le type de tube, incurvé ou de biais, ben, il se rend compte que il a toujours 76 cm et cette valeur de 76 cm est, si vous voulez, la valeur de la pression atmosphérique. Il a su la mesurer et il venait ainsi de créer la première mesure. Tout d'abord, l'existence de la pression atmosphérique. Il a prouvé l'existence de la pression atmosphérique, ça c'est de 1. Et de 2, il a trouvé par son baromètre la valeur exacte de cette pression atmosphérique qui valait exactement 76 cm de mercure. Voilà. Donc il a prouvé l'existence de la pression atmosphérique, chose qu'il savait déjà que ça existait, mais bon, il voulait la mettre en valeur, et grâce à son baromètre, il a réussi à le mettre en valeur, l'existence de la pression atmosphérique et la mesure de la pression atmosphérique. Voilà, je vous remercie.